Jack Lang, Woody Allen, Kevin Spacey, Brett Ratner, le réalisateur de Rush Hour et de X-Men 3, Steve Tisch, le producteur de Forrest Gump, vous avez probablement vu passer ces noms associés aux millions de documents rendus publics par le département de la justice, les dossiers Epstein. Moi, il y a quelques semaines, j'avais un petit peu du mal à voir clair dans toute cette histoire. Et si vous êtes comme moi et que vous arrivez pas bien à comprendre quels étaient les liens entre toutes ces personnalités du monde de la culture et du cinéma et Epstein, et bah dans cette vidéo, on va essayer de tout clarifier. On va donc tenter de répondre à une question en apparence simple: pourquoi Jeffrey Epstein entretenait-il des liens si étroits avec Hollywood ? Ici, on a plutôt l'habitude de parler de cinéma, pas vraiment de géopolitique. Mais avec mon co-auteur, je crois qu'on a trouvé quelque chose sur les liens entre Epstein et le monde du cinéma qui n'a pas vraiment été traité ailleurs dans la presse, en tout cas très peu. Mais avant tout, il faut qu'on réponde à quelques questions. Qui était réellement Jeffrey Epstein et que lui reproche-t-on exactement ? Petit récap pour reposer les bases de l'affaire. Imaginez un homme qui possède tout. Une île privée, un jet personnel et un carnet d'adresses où se bousculent présidents, prix Nobel et icônes d'Hollywood. Imaginez maintenant que cet empire ne soit pas simplement bâti sur la finance, mais via un tentaculaire et malsain réseau d'influence. Tout commence à Brooklyn en 1953. Jeffrey Epstein naît dans une famille de classe moyenne new-yorkaise. Son père travaille pour le département des parcs de la ville et sa mère est assistante scolaire. Jeffrey se distingue rapidement par ses capacités intellectuelles, notamment en mathématiques. Pourtant, après avoir intégré l'université de New York, il finit par abandonner ses études sans obtenir de diplôme. C'est ici que son parcours prend un premier tournant. En 1974, à seulement 21 ans, il parvient à se faire embaucher comme professeur de physique et de mathématiques à la Dalton School, l'un des établissements les plus prestigieux de Manhattan, où l'élite new-yorkaise scolarise ses enfants. Au-delà des cours qu'il dispense, Epstein profite de cette position pour tisser des liens avec la haute société. Il s'attire notamment les faveurs du directeur Donald Barr, dont le fils William Barr deviendra plus tard ministre de la Justice. Mais c'est surtout auprès des parents d'élèves qu'il pose ses pions. L'un d'eux, Alan Greenberg, qui travaille pour Bear Stearns, une grosse banque d'investissement, lui ouvre les portes de la finance en l'accueillant dans son entreprise. Dès 1976, Jeffrey Epstein débute en bas de l'échelle, mais gravit les échelons rapidement. Sa spécialité devient la gestion fiscale et en seulement 4 ans, il devient associé. Cette ascension s'arrête en 1981 parce qu'il est contraint de quitter Bear Stearns suite à des rumeurs de violations administratives, mais plutôt que d'être un frein, ce départ marque en réalité le début de son autonomie. Il fonde sa propre société de conseil, J. Epstein & Co, et c'est ainsi qu'à la fin des années 80, il va faire une rencontre vraiment très importante pour la suite. Il rencontre Leslie Wexner, l'un des hommes d'affaires les plus puissants des États-Unis, à la tête de l'empire qui possède notamment Victoria's Secret. La relation qui se noue entre les deux hommes est aussi profonde qu'inexpliquée. Wexner accorde à Epstein une confiance quasi totale, lui donnant une procuration sur ses finances, ses propriétés et ses fondations philanthropiques. Une connaissance d'Epstein disait carrément en 2002 à propos des liens entre Epstein et Leslie Wexner: ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. C'est rare qu'un type aussi riche file son argent du jour au lendemain à un total inconnu. Pour Epstein, cette rencontre avec Wexner, c'est le jackpot. Cette connexion, elle lui offre non seulement la jouissance d'une fortune colossale, mais aussi une crédibilité auprès des élites. Ça va vraiment être un point de déblocage pour Epstein. Et il en profite. Il va développer un besoin maladif et toujours en quelque sorte inexpliqué à l'heure actuelle de s'entourer de riches et puissantes personnalités. Au-delà de ses services financiers, Epstein il va se mettre à rendre des services, à organiser des soirées, à présenter des cercles mondains qui ne se côtoient habituellement pas. Et pour ça, il se constitue à la fin des années 80 et tout au long des années 90 un patrimoine immobilier international. Il commence à s'implanter à New York dans un hôtel particulier de 7 étages. Hôtel qu'il a d'ailleurs obtenu à moindre coût grâce à Leslie Wexner, puis ensuite à Palm Beach en Floride en 1990, avant d'acquérir en 1993 le Zorro Ranch au Nouveau-Mexique, un domaine de 3000 hectares garantissant une discrétion totale. Sa logistique franchit un cap en 1996 avec l'achat de son Boeing 727, d'un autre petit avion et d'un hélicoptère, puis en 1998 avec l'acquisition de sa fameuse île privée Little St. James dans les Caraïbes. Cette toile se referme enfin en 2002 avec l'achat d'un duplex de 800 mètres carrés avenue Foch, son pied-à-terre stratégique pour pénétrer la haute société parisienne et européenne. Il y a un autre point important, au début des années 90, c'est sa rencontre avec Ghislaine Maxwell, qui deviendra plus tard sa compagne et qui est la fille d'un énigmatique magnat de la presse britannique. Ghislaine, elle apporte à Jeffrey ce qui lui manque encore, un vernis d'aristocratie européenne et un accès direct aux cercles les plus fermés du vieux continent, notamment la famille royale britannique. Progressivement, Ghislaine Maxwell va devenir la gardienne du temple, gérant notamment l'intendance de ses résidences. Ensemble, ils
ils sont vus accompagnés de Donald Trump, du prince Andrew ou encore de Bill Clinton. Derrière cette trajectoire façon Gatsby le magnifique moderne, une certaine opacité demeure. Il vient d'où tout cet argent? Malgré son lien avec Wexner, le train de vie d'Epstein dépasse l'entendement et ça alimente les rumeurs de pyramides de Ponzi, de montage financier occulte. Cette combinaison entre fortune mystérieuse et besoin obsessionnel de côtoyer le pouvoir finit par faire de lui une personnalité plus qu'énigmatique, qui se tient en plus très éloignée de la presse, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Mais alors, comment la chute de Jeffrey Epstein s'est-elle organisée? Même si cette manière frénétique de vouloir s'entourer à tout prix est pour le moins bizarre, jusqu'au début des années 2000, rien n'est officiellement reproché à Jeffrey Epstein, malgré certaines rumeurs sur ses fréquentations de jeunes femmes, mais à l'époque elles sont juste qualifiées de jeunes femmes, hein, pas de filles mineures, donc à ce moment-là, rien ne lui est officiellement reproché. Tout va basculer une première fois en 2005 à Palm Beach, en Floride. La police commence à enquêter sur lui, suite à une plainte d'un parent dont la fille de 14 ans aurait été abusée dans sa villa. Maybe like three and a half weeks ago with one of my stepdaughters. Start off by giving this gentleman a massage, and he pays them if he likes them and he thinks that they're pretty enough, he keeps them around to do other things. Ce qui ressemble d'abord à un fait divers sordide révèle vite une organisation industrielle. L'enquête de la police locale met au jour un réseau de recrutement à grande échelle, des dizaines de jeunes filles, souvent issues des milieux précaires ou recrutées à la sortie des lycées locaux, sont attirées dans la propriété d'Epstein sous prétexte de massage rémunéré qui se transforme toujours en agression sexuelle ou en viol. Au cœur de cette logistique, on retrouve Ghislaine Maxwell qui est chargée de mettre en confiance les victimes et d'organiser un agenda de prédation qui semble n'avoir aucune limite. En 2008, alors que le dossier semble solide, avec des chefs d'accusation fédéraux de trafic sexuel passibles de la prison à vie, le dénouement va être assez surprenant. Epstein finit par obtenir ce que les médias appelleront un accord de complaisance. Grâce à une armée d'avocats, il va négocier un accord secret avec le procureur fédéral de l'époque, Alexander Acosta, qui sera d'ailleurs plus tard nommé ministre du Travail sous l'administration Trump. Les termes sont assez inouïs. Epstein plaide coupable pour 2 chefs d'accusation mineurs relevant de la loi d'État, sollicitation de prostituées et incitation de mineurs à la prostitution. Il n'est condamné qu'à 13 mois de prison, effectué en régime de semi-liberté. Concrètement, il passait ses nuits en cellule, dans une aile privée, mais sortait pour aller travailler dans ses bureaux à West Palm Beach 12 heures par jour et 6 jours sur 7. Surtout, l'accord inclut une clause d'immunité protégeant non seulement Epstein, mais aussi tout co-conspirateur potentiel. En une phrase, la justice vient de signer un chèque en blanc juridique à un nombre indéterminé de personnes qui auraient pu elles aussi participer aux abus ou profiter de ce système de recrutement de jeunes filles. Après avoir purgé cette peine très arrangeante, Epstein peut entamer une campagne de réhabilitation. Durant 10 ans, il va remettre en marche cette machine à influence, sympathisant avec de nouvelles personnalités et finançant de nombreux programmes scientifiques et culturels pour racheter son image. Preuve de l'efficacité de cette campagne, vous n'aviez probablement jamais entendu parler d'Epstein et des affaires qui l'entourent à cette période, à la fin des années 2000, début 2010. Il faut attendre 2019 pour que le vent tourne définitivement, grâce à l'acharnement de quelques avocats et des enquêtes journalistiques, notamment au Miami Herald. En juillet de cette année-là, il est arrêté à l'aéroport de Teterboro alors qu'il revenait de Paris à bord de son jet privé. Les charges sont cette fois-ci béton, mais le 10 août 2019, avant qu'un procès ait pu avoir lieu, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule ultra sécurisée. Les autorités annoncent qu'il s'est suicidé, mais la situation fait évidemment exploser les théories du complot. Wild rumors and theories about how Jeffrey Epstein died on the federal government's watch is breeding online. Près d'un an après la mort d'Epstein, Maxwell est elle aussi arrêtée et en juillet 2021, elle est condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs et durant son procès, elle n'aura d'ailleurs que très peu parlé. Faut être honnête, ni le décès d'Epstein ni le procès de Maxwell n'ont assouvi les soifs de justice. Dans les années qui suivent, la pression populaire devient assez énorme. Le slogan Epstein didn't kill himself se répand partout sur internet. Ce que veulent vraiment les gens, que les documents liés à cette affaire soient rendus publics. Leur argument, il est vraiment tout simple. Pour qu'il y ait trafic, il faut qu'il y ait eu client. Or, personne n'a été publiquement inquiété en lien avec cette affaire. Après des années de procédure, des premiers documents sont enfin publiés en janvier 2024. En janvier 2025, le Congrès américain s'empare du dossier. Et en janvier 2026, là, très récemment, c'est 3 millions de documents qui sont finalement révélés au grand jour. Pour avoir vachement fouillé dedans, ça représente vraiment une plongée inédite dans les rouages du pouvoir. Mails, photos et vidéos témoignent de la manière dont les riches et puissants s'écrivent
au quotidien, comment ils se cooptent, comment ils s'entraident, de quoi ils parlent et comment ils se parlent. Mais surtout, c'est ici qu'on comprend que Jeffrey Epstein n'était pas juste un prédateur criminel, mais également l'architecte d'une véritable machine à influencer. Attention quand même, point important, être cité dans les dossiers Epstein ne signifie pas être son complice ou être juridiquement coupable. En fait, Epstein avait mis au point tout un système en 3 strates. La première ne consistait qu'en la construction d'un réseau. Il utilisait le nom d'une personnalité pour se rapprocher d'une autre, du style « je connais un tel, du coup, rencontrons-nous ». C'est simple, c'est efficace. Même Cédric Villani est tombé dans le panneau, par exemple. Ensuite, la deuxième strate, c'est le trafic d'influence. C'est là que ça devient vicieux et potentiellement délictuel. Epstein adorait se rendre utile. Vous avez besoin d'un financement pour un film? Une campagne électorale? Un vol privé en urgence? Un contact dans une université prestigieuse? Des équipements neufs pour votre commissariat ou pour votre laboratoire? D'une simple signature sur un chèque, il réglait le problème. Et en faisant ça, il devenait aussi votre créancier. Vous lui étiez redevable. De là à imaginer qu'il ait demandé des faveurs en retour, qu'il ait pratiqué le chantage, le soudoiement, l'extorsion, il n'y a qu'un pas. Et enfin, la troisième strate, vous la connaissez, c'est que Epstein s'est livré au trafic sexuel. C'est évidemment la partie la plus sombre de cette affaire, celle qui fait le plus parler. Malheureusement pour ceux qui cherchent la vérité, les documents en lien avec cet aspect de l'affaire ont été largement redacted, donc anonymisés. L'explication officielle, c'est que c'est pour protéger l'anonymat des victimes, mais si la justice s'est concentrée sur les agissements personnels d'Epstein, une large frange de l'opinion, et certains enquêteurs, journalistes, peinent à croire que cette logique industrielle autour du trafic de jeunes filles n'est servie qu'à un seul homme. L'ampleur du réseau de recrutement mis en place par Maxwell suggère, pour beaucoup, une mise à disposition de ses ressources auprès d'un cercle d'initiés. Voilà, là je crois qu'on a à peu près résumé tout ce qu'il y a à savoir sur l'affaire. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Jeffrey Epstein avait des liens aussi étroits avec des personnalités hollywoodiennes, en tout cas issues du monde du cinéma. Vous le savez, pour ces vidéos, je fais pas mal de recherches en anglais. Et là, pour le coup, avec mon co-auteur, on a dû fouiller dans des centaines de documents et d'articles intégralement en anglais, en tout cas pour la majorité. Donc si vous cherchez le meilleur moyen de s'immerger dans une nouvelle langue que vous souhaitez apprendre, eh bien je ne peux que vous recommander le sponsor de cette vidéo, Rosetta Stone. On le rappelle, les sponsors tels que Rosetta Stone permettent de faire vivre cette chaîne YouTube, donc merci à eux. Rosetta Stone ne fonctionne pas avec des listes de vocabulaire un petit peu indigestes. Non, là on vous propose un apprentissage à base d'images et de situations qu'on doit relier à des phrases, et c'est votre cerveau qui doit établir naturellement des connexions avec des phrases. Et je trouve que cet apprentissage, il est bien plus intuitif qu'un truc très scolaire, quoi. Chaque leçon est relativement courte, ce qui permet d'apprendre à votre rythme, un peu le matin, un peu le soir, quand on a 5-10 minutes. Pour travailler votre prononciation, Rosetta Stone vous propose de vérifier à l'audio la manière dont vous prononcez les mots, et vous donne un score de prononciation. A post office. Ma prononciation est excellente. A hotel. Hotel. Pas terrible. Apprendre une langue devient bien plus intuitif avec Rosetta Stone et c'est parfait pour préparer un voyage par exemple. En plus, si vous suivez mon lien en description, vous bénéficiez de 60% sur l'abonnement à vie et l'abonnement à vie, il vous permet d'apprendre toutes les langues du catalogue de Rosetta Stone, ce qui fait que si vous avez un voyage en Espagne dans 6 mois, vous pouvez travailler votre espagnol et si vous partez dans 1 an et demi au Japon, vous pourrez travailler votre japonais à ce moment-là. L'abonnement à vie est donc une très bonne affaire et pour profiter de 60% de réduction dessus, vous n'avez qu'à cliquer sur mon lien en description. Merci encore à Rosetta Stone de soutenir le travail qu'on fait sur cette chaîne. Et maintenant, retournons à notre vidéo. Bon, ça a pris un peu de temps, mais au moins, on a posé les bases. Maintenant, on peut s'attaquer à notre question centrale, les liens entre Jeffrey Epstein et le monde du cinéma. Les Epstein Files, ainsi que le fameux petit carnet noir, un répertoire contenant près de 2000 contacts, donnent un aperçu assez vertigineux du réseau de Jeffrey Epstein à Los Angeles. On y retrouve des noms comme Alec Baldwin, Griffin Dunne, Dustin Hoffman, mais il faut quand même poser un point essentiel dès maintenant. Figurer dans ce carnet, ou avoir croisé Epstein lors d'un gala par exemple, ne fait pas de ces personnalités des complices. Dans l'immense majorité des cas, il s'agissait simplement de relations superficielles, mondaines ou professionnelles. Mais alors il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre avant de me lancer dans cette vidéo, c'est pourquoi Epstein gravitait-il autant autour d'Hollywood ? Vous avez peut-être vu passer ces photos, dans lesquelles on voit Epstein posé avec Kevin Spacey, Bill Clinton ou Chris Tucker. Et je sais pas pour vous, mais moi j'avais pas trop entendu parler du contexte dans lequel ces photos ont été prises. On l'a vu, jusqu'au début des années 2000, Jeffrey Epstein était une figure assez énigmatique, un financier dont la fortune et les activités restaient assez floues, même pour l'élite new-yorkaise qu'il fréquentait. Comme le souligne cet article, The Talented Mr. Epstein, paru dans le New York Magazine en 2002, il cultivait à cette époque une aura de milliardaire mystérieux. Mais cette année-là,
année-là marque un tournant. Epstein va décider de sortir de l'ombre pour tenter de devenir une figure publique. Pour orchestrer cette transition, il va utiliser un levier qui avait déjà été employé pas mal de fois dans les années 80-90, l'activisme humanitaire. On pense à Live Aid ou We Are the World, qui ont permis à un paquet de stars de bâtir un immense capital sympathie. Son objectif, convertir son influence financière en une forme de crédibilité morale et sociale inattaquable. Et ça tombe bien, parce qu'en 2002, Bill Clinton décide d'organiser une tournée humanitaire en Afrique. L'objectif de la mission est de sensibiliser à la lutte contre le sida et à la pauvreté sur le continent. Mais l'ancien président des États-Unis a besoin d'un avion à ce moment-là. Il se tourne donc vers son ami Epstein, qui lui avait déjà mis à disposition son Boeing 727 à plusieurs reprises au cours de l'année 2002. En septembre, le Lolita Express décolle donc. À son bord, Bill Clinton. Jeffrey Epstein aussi, qui a donc décidé de s'afficher publiquement. On retrouve également parmi les passagers Ron Burkle, un mania des supermarchés, ami proche et contributeur de Clinton, ainsi que Cassie Wasserman, figure incontournable d'Hollywood puisqu'il y dirige une agence de talent de référence. Côté star, était du voyage Kevin Spacey et Chris Tucker. Et enfin, le groupe comprenait Ghislaine Maxwell et plusieurs assistantes, comme elles étaient nommées. Ensemble, ils traversent une partie du continent pendant une dizaine de jours. Ils font escale au Ghana, au Nigeria, au Rwanda, au Mozambique et enfin en Afrique du Sud. C'est même là, à Johannesburg, que le groupe va s'afficher aux côtés de Nelson Mandela pour une opération de communication mondiale sur la lutte contre le sida. Et malgré les sourires officiels et les poignées de main avec des chefs d'État, les coulisses de ce voyage vont prendre une tournure tragique qui sera révélée des années plus tard. Shawnté Davis, une jeune actrice à l'époque, affirme avoir été présente lors de ce voyage. I was even taken on a trip to Africa with former President Bill Clinton. In those moments, I realized how powerless I was. If I spoke out, who would believe me? Who would protect me? Et même si elle affirme ne pas avoir subi d'agression pendant le voyage, elle explique qu'Epstein s'est remis à abuser d'elle dès leur retour. Alors aujourd'hui, savoir que Kevin Spacey, accusé à 16 reprises pour des affaires d'agression sexuelle, était présent lors de ce voyage, ça peut faire lever un sourcil, mais officiellement, rien n'est reproché aux autres personnalités présentes durant ce voyage. Ce que je trouve intéressant avec ce voyage humanitaire, c'est que c'est la première fois qu'Epstein va vraiment attirer la lumière sur lui. Plusieurs portraits dans la presse vont même être publiés à la suite de ce voyage. Et finalement, Epstein il va se rendre compte que cette exposition n'est peut-être pas une si bonne chose que ça pour lui. Si mon objectif était de rester discret, voyager avec Clinton était clairement un mauvais coup sur l'échiquier. Je m'en rends compte maintenant. Mais vous savez quoi? Même Kasparov fait des mauvais coups. On apprend et on va de l'avant. Et en fait, il a raison de vouloir rester dans l'ombre, parce que quelques années plus tard, en 2006, les autorités vont commencer à enquêter sur son cas. On est donc au milieu des années 2000. Se sachant observé par la police de Floride, Epstein va donc faire marche arrière et au lieu de s'afficher publiquement, il va se mettre en contact avec des spécialistes des relations publiques, des publicistes, des avocats, tout ce que les États-Unis comptent d'experts en communication et en contrôle de l'image. Cette stratégie, elle est bien décrite dans un article du Hollywood Reporter sur lequel on va s'appuyer. Ce que nous dit ce papier, c'est que avant son procès, durant sa peine de prison, puis dans les années qui ont suivi sa libération, Epstein a fait appel à pléthore de professionnels de la gestion de crise. Parmi eux, on peut citer Dan Klores, gourou new-yorkais des relations publiques, qui avait notamment géré les conséquences de la fuite de la sextape de Paris Hilton. D'après les relevés bancaires retrouvés dans les Epstein Files, Epstein a versé $10 000 au cabinet de Klores en janvier 2007, alors que le FBI venait de reprendre en main l'enquête. Dès la fin de sa liberté surveillée en août 2010, le publiciste R. Curry Hay propose à Epstein un plan de réhabilitation facturé jusqu'à $20 000 par mois. Son diagnostic est d'ailleurs d'un cynisme absolu. Votre histoire est très mouvementée, mais tout n'est pas noir et ce n'est pas non plus strictement blanc ou noir. Je peux vous aider à redresser votre réputation. Sa stratégie, c'est utiliser la science comme bouclier. Hay suggère de multiplier les photos avec des savants de renom pour simuler une confiance de l'élite intellectuelle. Il va même jusqu'à proposer à Epstein d'utiliser son argent pour créer un prix Pulitzer de mathématiques. L'idée en vrai elle est simple, c'est noyer le scandale sous un mécénat de haut vol pour rendre Epstein de nouveau fréquentable. Epstein a ensuite engagé Mike Citrick. Pour vous donner une idée du métier de Mike Citrick, il a un jour été comparé par le magazine Fortune au personnage de Winston Wolfe, le nettoyeur, joué par Harvey Keitel dans Pulp Fiction. I'm Winston Wolfe. I solve problems. Celui-ci fut chargé de décourager les médias d'écrire ou de diffuser des reportages concernant Epstein. Et apparemment, il aurait étouffé pas mal d'articles de cette manière. Mais pour trouver un vrai pro du contrôle de l'image publique d'une star, il n'y a pas 36 solutions. C'est vers Hollywood qu'il faut se tourner.
Epstein va donc tenter d'entrer en contact avec Ken Sunshine, le gars qui a travaillé à blanchir l'image publique de Michael Jackson, de P. Diddy, d'Harvey Weinstein et de Bill Clinton. Mais les deux ne travailleront finalement pas ensemble. C'est donc vers le puissant publiciste Matthew Hilsig qu'Epstein va finir par se tourner. Son cabinet a représenté Brad Pitt et Johnny Depp lors des litiges judiciaires avec leurs ex-compagnes, Angelina Jolie et Amber Heard. Hilsig a produit une note suggérant des approches pour aider à recalibrer l'image d'Epstein. Ça incluait de remettre en question l'intégrité des avocats qui avaient porté plainte contre lui et aussi de s'appuyer sur ce que Hilsig appelait des validateurs tiers pour s'exprimer au nom d'Epstein. La liste des intermédiaires potentiels comprenait un groupe de noms respectés à l'époque, comme Bill Clinton et Noam Chomsky, dont, ironiquement, la réputation a depuis été ternie par leur association avec Epstein. Si cette nouvelle stratégie ne lui permet pas d'échapper à une peine de prison, qu'il effectue donc en 2009, en cherchant des alliés du côté d'Hollywood, Epstein va faire une rencontre décisive. Alors, il s'agit d'une personnalité dont la presse a vraiment peu parlé, notamment en France. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui me semble super important. Vous allez voir, elle incarne parfaitement les liens entre Epstein et le cinéma. Cette personne, c'est Peggy Siegel. Vous ne connaissez pas son nom, et pourtant, elle a longtemps été l'une des personnes les plus influentes d'Hollywood. Avec 8000 pages et 7000 documents, Peggy est en effet l'une des personnes les plus citées dans les Epstein Files. Quand on fouille dans les mails récemment rendus publics par le département de la justice, on peut voir que les deux, ils se parlaient tout le temps, du milieu des années 2000 jusqu'à la mort d'Epstein en 2019. Alors, comment cette relation a-t-elle commencé? Autour de 2006, alors qu'il sait déjà qu'il fait l'objet d'une enquête et qu'un procès se profile, Jeffrey Epstein prend contact avec Peggy Siegel. Depuis plus de 40 ans, Peggy est l'une des attachées de presse les plus influentes d'Hollywood, réputée pour ses projections privées très sélectives et son rôle clé dans les campagnes de prestige, notamment durant la saison des Oscars. I will tell you that Harvey Weinstein invented this game, and there's no one more brilliant than he is. Elle a travaillé sur de nombreux films très connus et elle a travaillé avec des réalisateurs de premier plan, parmi lesquels Steven Spielberg. Pour capter son attention, Epstein va lui envoyer un luxueux cadeau, une horloge Cartier, juste avant de l'appeler comme s'ils étaient de vieux amis. Dans ce premier échange, il se présente comme un homme d'influence et multiplie les références à leurs connaissances communes. Peggy semble tomber sous le charme et c'est le début d'une longue collaboration. Il faut savoir que Peggy adore qu'on sache qu'elle connaît tout le monde. Ses échanges de mails avec Epstein sont un espèce de name dropping constant où elle cite toutes les stars, toutes les personnalités qu'elle rencontre à plein d'événements mondains, VIP, à des festivals, etc., etc. Pour vous donner une idée un peu plus précise, on peut parler par exemple du tournage de Wall Street 2, L'argent ne dort jamais, réalisé par Oliver Stone, dans lequel Peggy fait une apparition en tant que figurante dans plusieurs scènes. Scènes où on lui a d'ailleurs demandé de ramener des personnalités de la haute société issues de son propre carnet d'adresses, pour que la figuration fasse un petit peu plus vraie lors des scènes de dîner mondain. En fait, ce que ça montre, c'est qu'elle fait vraiment le pont entre les deux mondes, l'aristocratie, les journalistes et les figures influentes, et Hollywood. On comprend donc assez facilement pourquoi Epstein voudrait entretenir une relation avec quelqu'un comme Peggy Siegel. Après sa sortie de prison, c'est en grande partie avec l'aide de Peggy qu'Epstein va reprendre son activité démentielle de réseautage. C'est elle qui va le mettre en relation avec plusieurs publicistes, dont on a parlé juste avant, et peu après la sortie de prison d'Epstein, Peggy organise dans la demeure du milliardaire, à Manhattan, un dîner en l'honneur du prince Andrew. Autour de la table se trouvent des figures majeures des médias américains, comme George Stephanopoulos, présentateur très connu de la chaîne ABC, ou Katie Couric, icône du journalisme télévisé. Était également présent le réalisateur Woody Allen, dont on va reparler un peu plus tard, ainsi qu'Edward Felsenthal, alors rédacteur en chef de The Daily Beast. Ce dernier, mal à l'aise face à la présence d'Epstein et aux allusions insistantes de Siegel pour qu'il publie un portrait flatteur de son hôte afin de blanchir son nom, quitte la soirée prématurément. Epstein tentait donc de regagner une légitimité sociale en s'entourant de personnalités capables d'influencer son image publique, et Peggy l'aidait clairement dans cette démarche. Elle va aussi parcourir la planète en écumant les événements les plus prestigieux liés au cinéma, de Sundance à Cannes. Tenez, par exemple, on a trouvé un mail envoyé par Peggy à Epstein depuis le Festival de Cannes, où elle dit ça. Je suis assise à côté de Brett Ratner. Il a produit le documentaire de 3 heures sur Woody Allen qui vient d'être projeté à Cannes. Nous nous apprêtons à regarder le documentaire sur Roman Polanski. Brett te dit bonjour et t'envoie son amour. Alors, pour ceux qui voient pas ce qu'il y a de louche dans le mail, laissez-moi vous expliquer. Brett Ratner est accusé par 7 femmes de viol et d'agression sexuelle, Woody Allen est accusé par sa fille de l'avoir agressé sexuellement à l'âge de 7 ans, et Roman Polanski est accusé par 12 femmes de viol ou d'agression sexuelle, certaines femmes étant mineures au moment des faits présumés. Durant ces festivals, Peggy se liait à des stars de cinéma qu'elle présentait par la suite à Epstein. Pour ça, elle avait d'ailleurs plusieurs manières de faire, organiser des dîners mondains dans la demeure du milliardaire à New York, ou bien encore s'assurer qu'Epstein soit placé aux tables les plus convoitées lors des galas de charité. Il y a des centaines d'échanges de mails qui prouvent comment Peggy a littéralement servi de passerelle entre le prédateur et le gratin du cinéma. Peggy
Peggy, elle a offert à Epstein la seule chose que l'argent ne pouvait pas lui acheter, la respectabilité par association. Quand en novembre 2018, le Miami Herald révèle au public l'affaire Epstein, le nom de Peggy va sortir dans la presse comme une connaissance du milliardaire. Et pour Peggy, la sentence de l'industrie, elle est immédiate et sans appel. Netflix et Disney décident de rompre leur contrat avec elle, suivi par tout le reste de l'industrie hollywoodienne. En quelques semaines, celle qui régnait sur les tapis rouges, et qui se vantait d'ailleurs d'avoir assisté plus de 30 fois à la cérémonie des Oscars, se retrouve complètement bannie de l'industrie. Alors on peut se demander pourquoi Peggy a fait tout ça, hormis le fait qu'il lui a acheté des horloges Cartier. Est-ce qu'elle connaissait les agissements criminels d'Epstein? Et bah sa défense elle est simple. Pour Peggy, Epstein avait purgé sa peine. Il était redevenu un citoyen comme les autres. Le problème c'est qu'il y a quelques mails entre Peggy et Epstein qui mettent le doute sur cette affirmation. En 2009 par exemple, alors que Peggy s'apprête à partir à un voyage au Kenya, elle propose à Epstein de lui ramener un ou deux bébés. Bon, après coup, elle justifiera ce mail en le qualifiant de simple blague de très mauvais goût. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Mais vous en conviendrez, ça laisse penser qu'elle était peut-être au courant des agissements de Jeffrey Epstein. Mais toute cette stratégie de blanchiment de réputation à l'aide de spécialistes de la communication, ça sort pas de nulle part. Epstein et Peggy pouvaient s'appuyer sur un modèle qui avait déjà fait ses preuves, celui de Woody Allen. En 1980, Woody Allen entame une relation amoureuse avec l'actrice Mia Farrow. Cette dernière avait déjà 7 enfants au début de leur relation, 3 enfants biologiques et 4 enfants adoptés. Au bout de 5 ans de relation, Farrow et Allen décident d'adopter une petite fille, Dylan, avec qui Woody va, selon plusieurs membres de la famille, développer une relation étrange et malsaine. Les choses vont tourner au cauchemar pour Mia Farrow en 1992 lorsqu'elle découvre que Woody Allen entretient une relation amoureuse et sexuelle avec sa fille adoptive Sooni, alors âgée de 22 ans. Cette révélation va faire exploser la famille, mais c'est seulement quelques mois plus tard que le scandale public va vraiment éclater. Lors d'une journée de visite en août 1992, Woody Allen aurait agressé sexuellement sa propre fille adoptive Dylan, alors âgée de 7 ans. 2 procédures judiciaires sont lancées au Connecticut et à New York. Woody Allen nie les faits qui lui sont reprochés et il accuse Mia Farrow d'avoir endoctriné ses enfants afin de prendre une revanche sur lui après l'affaire avec Sooni. This is an unconscionable and gruesomely damaging manipulation of innocent children for vindictive and self-serving purposes. Et grâce en partie à ce narratif imposé aux médias, Woody Allen se sortira quasiment intégralement blanchi de cette polémique. Did it make you less popular? Did it have an effect on your work? Did it affect your mood? No, it was an interesting thing. I had always been unpopular. Dans les années qui suivent, notamment dans les années 2000, la cote de popularité de Woody Allen atteindra des sommets avec une série de succès critiques et publics. Matchpoint, Vicky Cristina Barcelona, Minuit à Paris, Blue Jasmine, toutes les stars veulent bosser avec lui. For any actor, it's always an extraordinary experience to have the chance to work those dialogues. I feel very lucky to be sitting on this couch with a proven genius. Il se fait honorer à l'occasion de cérémonies prestigieuses, et c'est pile à cette période que Woody Allen et Jeffrey Epstein vont commencer à se fréquenter. Bien que le nom de Woody Allen figure dans le petit carnet noir dès les années 90, leur proximité devient vraiment flagrante après la sortie de prison d'Epstein en 2009. Par exemple, en 2011, Woody Allen est photographié en pleine promenade dans Central Park aux côtés d'Epstein et du prince Andrew. Entre 2010 et 2013, le réalisateur va être un invité régulier des dîners donnés dans le manoir de Manhattan, en y participant parfois avec sa femme Sooni Previn. À propos de ces dîners chez Epstein, Woody Allen expliquait dans une lettre: c'est toujours intéressant, et la nourriture est somptueuse et abondante. Beaucoup de plats, un large choix, de nombreux desserts et un service soigné. Je dis service soigné parce qu'il est parfois assuré par un maître d'hôtel professionnel, et bien souvent par plusieurs jeunes femmes, rappelant le château de Dracula dans lequel Bela Lugosi est entouré de 3 jeunes femmes vampires qui s'occupent de tout. Woody Allen invite aussi régulièrement Epstein, notamment à voir ses films en avance dans ses bureaux. Epstein aurait même filé un coup de main à Woody Allen et Sooni Previn pour faire entrer leur fille dans une université prestigieuse. Il existe même un mail dans lequel Peggy Siegel et Epstein discutent d'aider Woody Allen à mieux se connecter à la jeune génération. Je pense que Woody doit rencontrer lentement quelques jeunes figures clés de la culture pour rester à jour. Personne d'autre que toi et moi ne peut faire ça pour lui. Face au scandale, Woody Allen a toujours maintenu une ligne de défense constante. Il n'aurait été qu'un invité parmi tant d'autres au sein d'un cercle mondain. Pourtant, cette image de 2 parias qui se fréquentent, elle suggère une réalité plus cynique. On voit 2 hommes
hommes qui, au lieu de se faire discrets, continuent d'apparaître ensemble. En se montrant côte à côte, ils cherchent à donner l'impression que tout est normal. Si l'élite continue de dîner avec eux, c'est que le scandale il serait derrière eux. C'est une manière de se faire réhabiliter par l'image en faisant comme si rien n'avait vraiment changé. Bon, Woody Allen est finalement tombé de nouveau en disgrâce à partir de 2013 quand Dylan Farrow va à nouveau reformuler ses accusations contre son père publiquement et Woody Allen finira complètement banni d'Hollywood au moment du mouvement MeToo. On va d'ailleurs revenir sur MeToo un peu plus tard, mais quand on analyse un peu la relation qu'Epstein a eue avec Woody Allen, on peut vraiment se demander si Epstein ne s'est pas rapproché du réalisateur dans le but d'apprendre de sa stratégie médiatique qui a si bien fonctionné au moment des accusations. Parce qu'au moment où Epstein il a fait copain-copain avec lui, Woody Allen il est de nouveau acclamé et plus du tout inquiété par ses histoires. Mais Woody Allen n'est pas le seul délinquant sexuel présumé qu'Epstein a fréquenté avant, pendant ou après leur condamnation. Harvey Weinstein's star is falling fast. Now more than 40 women, including some of the world's most famous stars, are accusing the disgraced Hollywood mogul of sexual misconduct or worse. New Yorker magazine reporting new claims of sexual harassment, assault and rape. La relation entre Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein est celle de deux prédateurs dont les méthodes se ressemblent. Les documents révèlent des contacts étroits entre les deux dès les années 90. En 2003, ils envisagent même de s'associer financièrement pour racheter le New York Magazine. Mais leur lien dépasse les affaires. Les archives évoquent aussi une altercation survenue dans l'appartement parisien d'Epstein. Selon des témoins, le producteur Harvey Weinstein s'y serait montré agressif envers une jeune femme, poussant Epstein à intervenir pour calmer la situation. Epstein ne se contentait donc pas de fréquenter le producteur, il lui ouvrait carrément les portes de ses résidences privées. D'autant qu'Epstein aurait envoyé au moins une jeune femme rencontrer Weinstein dans l'espoir qu'il l'aide à percer au cinéma. Sexual harassment allegations are being made tonight against movie director Brett Ratner. Les liens entre Jeffrey Epstein et Brett Ratner reposent notamment sur une photo, celle-ci montrant le réalisateur assis aux côtés d'Epstein et de deux jeunes femmes lors d'un événement mondain. Ratner a minimisé cette image, affirmant qu'il ne s'y trouvait que sur l'invitation de sa fiancée de l'époque et qu'il n'avait aucune relation personnelle avec l'autre. That is a photograph of my fiancée who invited me to this event. You know, she doesn't want me sharing her name in the case, but that's my fiancée, 100%. I was never been in contact with Jeffrey Epstein before that photo, and I was never in contact with him after. Pourtant, comme on l'a vu juste avant, Brett te dit bonjour et t'envoie son amour. Plusieurs mails indiquent que le réalisateur entretenait une relation amicale avec Epstein. Il y a aussi un mail sur lequel on est tombé et qu'on peut pas expliquer à 100% parce qu'il est anonymisé, mais c'est un mail de 2010 qui a visiblement été envoyé par une jeune femme qui tentait de devenir actrice à Epstein. J'ai eu les retours du casting, les étudiants veulent que je joue dans le film. Je t'appelle demain, je suis encore dans les Hamptons. Brett Ratner va réaliser un gros film, Blanche-Neige. J'aimerais beaucoup te prendre en photo dans un costume de Blanche-Neige. Tu peux en trouver un dans un magasin de costumes. Ok, je vais m'en occuper. Ce genre d'échange fait quand même penser qu'Epstein utilisait probablement ses contacts à Hollywood pour faire miroiter des carrières à des jeunes femmes ayant pour rêve de devenir actrices. On le sait, plusieurs victimes s'étant exprimées publiquement tentaient de percer dans ce métier au moment où Epstein les aurait agressées. L'autre élément qui nous fait penser que cette théorie elle est probablement vraie, c'est qu'Epstein faisait la même chose avec le mannequinat. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Epstein côtoyait Jean-Luc Brunel, fondateur de l'agence française MC2 Model Management. Brunel est soupçonné d'avoir été le fournisseur officiel du réseau Epstein. Plusieurs enquêtes révèlent que son agence était en partie financée par Epstein lui-même. Accusé d'avoir rabattu des jeunes filles pour le milliardaire, Brunel est arrêté en France en 2020 pour viol et trafic sexuel de mineurs. Comme Epstein, il est retrouvé mort dans sa cellule à Paris en 2022, emportant ses secrets avant son procès. Epstein utilisait donc le mannequinat comme un appât. Il se présentait aux jeunes femmes comme un dénicheur de talent, leur faisant miroiter des campagnes publicitaires, et il est probable qu'il ait fait la même chose avec de jeunes actrices, en utilisant ses fréquentations hollywoodiennes comme argument. Enfin, on peut également citer le cas de Steve Tisch, producteur oscarisé de Forrest Gump et American History X, mais aussi copropriétaire des Giants de New York. Steve Tisch est soupçonné d'avoir agressé sexuellement plusieurs femmes envoyées directement par Epstein. Une Française accuse par exemple le producteur américain de l'avoir agressé après une rencontre organisée par Epstein en 2013. À l'époque âgée de 22 ans, elle explique avoir été attirée chez lui sous prétexte d'un projet professionnel avant qu'il ne la touche sans son consentement. Les documents déclassifiés révèlent aussi des échanges de mails entre Epstein et Tisch qui montrent que le financier lui présentait régulièrement des jeunes femmes.
En octobre 2017, le mouvement MeToo fait tout changer à Hollywood. Enfin, la parole d'innombrables victimes se libère. Grâce à elle, le grand public apprend qu'Harvey Weinstein, Kevin Spacey et bien d'autres personnalités publiques sont accusés, parfois depuis des années, de crimes sexuels à répétition. Pour Epstein, ce scandale c'est un peu une aubaine. Si des dizaines de figures médiatiques tombent pour des délits semblables aux siens, alors ces actes vont finir par se diluer dans la masse. Il n'est plus le vilain petit canard, mais seulement un poisson parmi tant d'autres dans la grande mare croupie du show business. Avec tous ces types qui se font épingler pour harcèlement, j'ai légèrement grimpé dans l'échelle de réputation. Et on me demande des conseils tous les jours. MeToo devient également pour Epstein une source d'enseignement. Entouré de Ghislaine, de Peggy, de ses avocats et de ses conseillers, il analyse en direct la chute des différentes personnalités accusées. Fin 2017, la petite troupe échange frénétiquement des centaines de mails, ils décortiquent les stratégies de défense des nouveaux accusés, ils prédisent même qui sera le prochain à tomber. Brett Ratner est le prochain. Ensemble, ils guettent quotidiennement les révélations qui sortent dans la presse. De tout ça, ils tirent des leçons qu'ils comptent mettre au bénéfice d'Epstein. Epstein demande à Hiltzik, le publiciste qui l'aide à gérer son image publique, « Que penses-tu de la stratégie de Harvey ? Tu es impliqué ?» Sa stratégie n'est pas très réfléchie, et même si j'ai parlé avec lui, je me suis pas officiellement engagé, et il n'a pas écouté les conseils avisés de plusieurs personnes raisonnables qui ont essayé de l'aider. Je lui souhaite sincèrement le meilleur. En avril 2019, 4 mois avant la mort d'Epstein, Peggy Siegel reçoit un mail du journaliste Timothy Jones qui lui informe que Netflix est en train de produire une série documentaire sur la vie du milliardaire. Dans ce cadre, le journaliste propose à Peggy de s'entretenir avec lui pour en apprendre plus sur la vie d'Epstein. Peggy va évidemment rapidement transférer le mail à Epstein lui-même en lui disant qu'elle va essayer de se renseigner. Jeffrey, qu'est-ce que tu sais exactement à ce sujet? Quand est-ce que je peux t'appeler demain? J'ai pas plus d'infos, mais j'ai des contacts chez Netflix. Epstein va notamment informer Steve Bannon, vous savez c'est le gars qui avait notamment conseillé Trump lors de sa campagne en 2016, donc il va l'informer de ce projet de documentaire, et on sait pas vraiment si les deux histoires sont liées, mais il s'avère que Steve Bannon a organisé quelques semaines plus tard une espèce de fausse interview avec Epstein, dont vous avez d'ailleurs peut-être vu passer quelques extraits, dans le but, d'après ce qu'on a compris, de réaliser un autre documentaire destiné à redorer la réputation d'Epstein. Epstein sera incarcéré en juillet 2019, quelques semaines après le tournage de cette interview, et sera retrouvé mort dans sa cellule le 10 août. Alors, dans cette partie, on va un petit peu s'éloigner d'Hollywood, mais ça me paraissait quand même intéressant de mentionner le cas français. Avec l'achat de son appartement sur la prestigieuse avenue Foch et ses liens étroits avec Jean-Luc Brunel, on voit bien que la France occupait une place de choix dans les activités d'Epstein. Au sein de son réseautage hexagonal, un nom illustre parfaitement cette infiltration des cercles de pouvoir, celui de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Et vous avez d'ailleurs pas pu passer à côté. Si ce dernier a toujours évoqué de simples mondanités avec le milliardaire... Mais est-ce que c'est une relation plus professionnelle qu'amicale? Pas professionnelle du tout, c'est une relation comme il y en a tant et tant. Les 3 millions de pages déclassifiées depuis début 2026 révèlent un lien bien plus personnel. Son nom y apparaît pas moins de 700 fois. Mais entre Epstein et Jack Lang, on trouve une troisième personne, Caroline Lang, la fille de l'ancien ministre. Véritable figure de proue de l'audiovisuel français, elle a dirigé pendant 30 ans Warner Bros Télévision pour la France, a siégé à la commission de l'avance sur recette du CNC et occupait, jusqu'à récemment, le poste de délégué général du SPI, le syndicat des producteurs indépendants. Et elle a aussi été actrice pour le cinéma et aussi administratrice du festival Sérimania. Jack Lang et Epstein se sont rencontrés via l'entremise de Woody Allen et de sa femme Soon-Yi Previn en 2012, soit 4 années après la condamnation d'Epstein en Floride pour incitation de prostitution de mineurs. De ce qu'on sait, leur relation s'organisait principalement autour de 2 affaires. La première affaire, c'est la création de la société Prytanée LLC en 2016, domiciliée aux îles Vierges. Officiellement, l'objectif de cette boîte, c'était de constituer un fonds destiné à l'acquisition d'œuvres d'art. Epstein apportait les sous, tandis que Caroline Lang apportait son expertise et sa connaissance du marché. La société n'a pas été déclarée au fisc et on n'a pas de traces d'achat ou de revente d'œuvres d'art. Mediapart a fait un très bon papier là-dessus, je vous conseille d'aller le checker si ça vous intéresse. La seconde affaire concerne le financement d'un documentaire à la gloire de Jack Lang qui devait être réalisé par Serge Moati. Dans un email daté du 14 septembre 2018, l'ancien ministre sollicite personnellement Jeffrey Epstein. Cher Jeffrey, je suis désolé de te déranger. Serge Moati, un très grand cinéaste français, souhaite réaliser un film sur mon travail qui sera diffusé au cinéma. Le budget s'élève à 150 000 €. Les contributions des amis seraient à verser sur le compte en pièces jointes. Ta contribution serait évidemment décisive. 1000 merci d'avance. Amicalement, Jack. Epstein s'exécute un mois plus tard avec un virement de 50 000 €. Le cynisme de l'opération transparaît vraiment dans les échanges privés où Epstein écrit à un associé « Je contribue pour qu'il reste dans notre équipe. Ah,
les Français. Cette petite phrase, elle suggère bien que pour le milliardaire, ses dons n'étaient pas seulement du mécénat, mais peut-être le prix à payer pour maintenir une figure d'autorité dans sa sphère d'influence. Le film documentaire qui devait sortir au cinéma ne verra finalement jamais le jour. Et même si le virement de 50 000 € d'Epstein a bien été envoyé à la prod et que le tournage semble bien avoir eu lieu, le projet aurait été abandonné en cours de route. Mais vous savez quoi? C'est même pas la seule fois qu'Epstein finance un film sur la famille Lang. En 2015, le milliardaire avait envoyé 30 000 € pour la création d'un film en hommage à Valérie Lang, l'une des filles de Jack Lang décédée. Si Jack Lang a tenté de se justifier en février 2026 sur BFM TV en affirmant que solliciter un mécène n'est pas un délit, les révélations sur le testament d'Epstein, dont on n'a même pas parlé, mais qui a été rédigé 2 jours avant son décès et qui prévoyait 5 millions de dollars pour Caroline Lang, et aussi la démission forcée de cette dernière du SPI, fragilisent fortement le récit de la simple relation mondaine. Jeffrey Epstein avait donc soigneusement placé ses pions dans le monde du cinéma. Visiblement, comme on l'a vu, dans un souci d'image publique, de respectabilité, pour se rapprocher aussi des meilleurs publicistes de l'industrie du divertissement, potentiellement aussi pour s'inspirer de figures médiatiques ayant réussi à survivre à des accusations similaires aux siennes, et pour blanchir son image en s'associant avec des stars et des personnalités respectables. Dans cette vidéo, on s'est vraiment concentré sur le monde du cinéma, mais faut bien comprendre que ce secteur n'était qu'une pièce d'un échiquier bien plus vaste. Il a adopté la même stratégie pour s'infiltrer dans les milieux politiques, académiques, financiers, dans le monde de la tech. Et Epstein trouvait probablement des intérêts différents à s'approcher de chacune de ces sphères. L'influence des milliardaires à Hollywood a vraiment passé un cap il y a quelques mois avec un milliardaire qui s'est visiblement mis en tête de prendre le contrôle de tous les plus gros studios hollywoodiens. J'ai raconté cette histoire en vidéo et vous pouvez la voir juste ici. J'espère que vous y voyez un tout petit peu plus clair dans l'affaire Jeffrey Epstein, en tout cas dans la partie lien avec Hollywood et le monde de la culture. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!